Avant de commencer cet épisode, j'ai une petite annonce à vous faire. Vous aimez écouter À côté de mes pompes chaque semaine. Pour m'aider à aller plus loin encore, je vous invite à me rejoindre sur la plateforme participative Patreon. Patreon est une plateforme de financement participatif qui permet aux créateurs de contenu comme moi de recevoir un soutien direct de la part de leurs fans. En devenant membre de la communauté du podcast, vous aurez accès à des contenus inédits, des épisodes supplémentaires, mais vous pourrez surtout contribuer activement au développement de ce projet. Votre soutien est essentiel pour faire grandir ce podcast. Visitez patreon.com/à côté de mes pompes et découvrez toutes les surprises que je vous réserve. Le lien figure dans les notes des épisodes. À bientôt pour de nouvelles aventures en course à pied et je vous laisse sans plus attendre reprendre l'écoute de votre épisode. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 261 aujourd'hui, dans lequel j'ai plaisir à accueillir Elliot, un jeune athlète qui malgré sa mucoviscidose a réalisé des exploits sportifs remarquables en bouclant notamment en avril dernier son premier marathon du côté de Paris. Atteint de mucoviscidose depuis son enfance, Elliot nous raconte comment il a transformé cette faiblesse en force et a réussi à terminer cette course de 42 km après plus d'un an de préparation. Nous abordons les sujets clés de son parcours, des premières années marquées par des difficultés respiratoires et une surprotection maternelle, aux défis rencontrés lors de l'adolescence, en passant par des hauts et des bas et une santé déclinante. Sa renaissance débute avec un traitement révolutionnaire venu des États-Unis qui va radicalement changer sa vie et qui lui permet de retrouver l'espoir d'un quotidien plus paisible. Lui qui ne disposait plus que de 30% de ses capacités respiratoires. Elliot nous partage les étapes de sa préparation marathon, ses entraînements jusqu'à cette expérience du côté de Paris, où après beaucoup de souffrance et un dépassement de soi hors norme, il franchit la ligne d'arrivée avec une joie indescriptible. Les expériences personnelles d'Elliot nous font réfléchir sur la maladie, ses défis de la vie et le pouvoir de la volonté. Tous ces éléments sont au cœur de cet épisode. Un immense merci à toi, Elliot, pour ton témoignage riche d'émotions et d'inspiration. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de mon invité, Elliot, le souffle de la vie d'un marathonien atteint de mucoviscidose. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Elliot, sois le bienvenu sur le podcast À côté de mes pompes. Pour un épisode, tu m'excuseras le jeu de mots, qui ne manquera pas d'air, enfin si un petit peu, puisque tu es, depuis ta plus tendre enfance, atteint de la mucoviscidose. Sois le bienvenu dans cet épisode consacré à ton parcours, à ton profil, et on va voir que malgré la maladie, tu as pu défier et réaliser de belles choses sur le plan sportif. Sois le bienvenu Elliot. Merci beaucoup Sébastien et c'est un plaisir de pouvoir faire un podcast avec toi. Elliot, en quelques mots, je te laisse te présenter pour que tu puisses dire aux auditeurs d'où tu es et quel est finalement ton lien avec le monde du sport avant que l'on aborde ultérieurement ce parcours consacré au marathon. Alors en deux mots, je m'appelle Elliot, j'ai 29 ans, je suis atteint de mucoviscidose depuis ma naissance. Et j'ai la chance aujourd'hui d'aller mieux et je viens de terminer un marathon il y a quelques semaines. Moi qui n'avais jamais pu courir pendant de nombreuses années. Tu évoques donc cette course à pied, c'est ton actualité fraîche avec ce marathon. Le sport, est-ce qu'il a été présent dès ta plus tendre enfance, donc dans tes occupations, dans tes activités, ou est-ce qu'avec la maladie sur laquelle on va revenir, c'était compliqué pour toi, enfant, de pratiquer le sport? Alors, de par la maladie, le sport a toujours eu une place difficile pour moi, dans le sens où j'avais pas la capacité physique et pulmonaire pour le pratiquer correctement, ce qui fait que ça a toujours été une souffrance plus ou moins
importante, notamment à l'école, parce que c'est là qu'on commence par faire nos premiers pas dans le sport. Donc à l'école c'était compliqué. Faire un sport en dehors, j'ai essayé un petit peu, mais ça a jamais duré très longtemps. J'ai essayé le foot, j'ai essayé le handball, etc. Mais ça a jamais duré longtemps parce que je me rendais compte que j'avais pas le même développement que les autres, et donc ça posait problème. Donc si tu veux, j'ai toujours eu un rapport avec le sport qui était quand même compliqué depuis le début. Cette mucoviscidose dont on parle aujourd'hui, elle a un caractère génétique. Est-ce que tu sais d'où elle vient? Est-ce qu'il y avait des personnes dans ta famille qui avaient déjà été frappées par cette maladie? Alors, la mucoviscidose, non, personne dans ma famille l'avait. On sait qu'en Bretagne, il y a plus de chances de l'avoir. Voilà, il y a plus de gènes, si tu veux, qu'ailleurs en France. Bon, j'ai pas totalement de chance parce que il faut que déjà que les deux parents aient chacun le gène porteur. Donc, on va dire que c'est des porteurs sains. Quand ils se rencontrent, il faut déjà qu'ils se rencontrent, et puis une fois qu'ils se sont rencontrés, tu as finalement qu'une chance sur 4 pour l'avoir, parce que la mère peut te le donner, mais pas le père, et en fait, il faut que les deux arrivent à te le donner, et si tu veux, à la fin, ça fait une chance sur 4. Donc, voilà, c'est tombé sur moi, pas de chance. Alors, pourquoi en Bretagne? Quels sont les facteurs qui expliquent qu'il y a de plus fortes chances dans une région comme l'est la Bretagne que dans d'autres régions de contracter la mucoviscidose? Quels seraient les facteurs? Alors, franchement, sur ça, j'en sais rien. C'est ce qu'on m'a dit globalement à l'hôpital, qu'il y avait en Bretagne un plus gros facteur de risque. Je pense que c'est génétique. Enfin, ça doit jouer par rapport à l'histoire globale, mais je pourrais pas te dire exactement pourquoi. Elliot, du plus lointain que tu te souviennes en tant qu'enfant, quel est le souvenir qui t'a marqué par rapport à cette maladie qu'est la mucoviscidose? Il y a peut-être des événements, des passages à l'hôpital, un suivi qui s'est organisé pour traiter et lutter contre cette maladie qui te frappe, dont tu pourras rappeler d'ailleurs les différents symptômes. Mais en tant qu'enfant, qu'est-ce qui te marque encore aujourd'hui sur ces premiers signes, cette apparition de la maladie? Est-ce qu'elle s'est déclarée d'ailleurs quand tu étais bébé, ou est-ce que c'est venu un petit peu plus tard? Alors, c'est une maladie, tu nais avec dès le début. Ce qui s'est passé, c'est que moi, du coup, je suis né en 1995. Donc la maladie était connue, mais pour la dépister, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Ce qui fait que ma mère l'a su que quand j'avais à peu près 2 à 3 ans. Donc effectivement, il y avait des signes, notamment la maigreur, le fait de tousser, le fait de pas prendre de poids, de toujours pleurer parce que j'avais des douleurs au ventre, etc., etc. Donc au fur et à mesure, ma mère a investigué, si tu veux, et on a fini par trouver que c'était la mucoviscidose. Et moi, c'est vrai que depuis tout petit, bon, les souvenirs, ça remonte à longtemps, mais les souvenirs que j'ai le plus, c'est les hôpitaux, c'est les traitements depuis tout petit. Puisque jusqu'à mes 3 ans, si tu veux, je vivais plus ou moins normalement. Et quand on a découvert la pathologie, forcément, l'hôpital s'est enchaîné, les médicaments. J'ai tout de suite vu que j'étais pas non plus totalement normal, puisque j'étais vraiment très maigre. Je prenais pas de poids. Et puis j'étais quand même petit et essoufflé. Donc c'est vraiment ça où je me suis dit à un moment, mais je suis pas normal. Mais en même temps, quand t'es petit, tu vois, tu penses pas trop à ça. T'es dans ton développement, tu vas à l'école, etc. Et donc ce qui m'a aussi fait prendre conscience de ça, c'est que forcément ma famille, notamment ma mère, m'a énormément couvé petit à partir du moment où elle a su que j'avais un problème de santé. Donc j'ai toujours été surprotégé. Donc c'est aussi comme ça que je m'en suis rendu compte. Dans ton développement d'enfant, dans ta scolarité, est-ce que ça t'a posé quelques difficultés, des séjours à l'hôpital où tu es peut-être éloigné de tes copains, éloigné de ta famille, éloigné des activités sportives? Est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu en as des souvenirs? Est-ce que tu peux nous raconter et que les auditeurs puissent prendre conscience de ce qu'est la mucoviscidose au quotidien lorsqu'on est enfant?
quand on est enfant, si tu veux, moi j'ai eu la chance, c'est que petit, ma maladie n'avait pas totalement progressé, puisque la mucoviscidose, c'est au fur et à mesure, voilà, ton état de santé se dégrade. Donc, quand j'étais petit, j'avais la chance quand même effectivement, j'avais les symptômes, j'étais maigre, etc. Et j'étais pas non plus, c'était pas des séjours à l'hôpital, dans les hôpitaux très très régulièrement au début. J'en avais quand même, mais c'était pas comme plus tard. J'ai pas eu, si tu veux, tant que ça de difficultés, puisque la maladie n'avait pas encore totalement progressé. Donc on va dire que à part les médicaments, la kiné, tout ça, j'ai eu une enfance, on va dire, jusqu'à l'adolescence qui était à peu près normale. Bon voilà, j'étais surprotégé, j'avais quand même des séjours à l'hôpital, etc. Mais ça allait plus ou moins, à part la difficulté notamment au niveau du sport. Ce qui était marquant, c'est que j'avais des séances de kiné tous les matins, même le soir. Des fois, c'était 2 fois par jour. Donc, c'est vrai que pour l'école, ça m'arrivait régulièrement d'arriver pas tout à fait à l'heure, puisque la kiné, bah, je devais me caler sur elle, puisque bon, il y a voilà, les horaires des fois diffèrent. Donc, j'avais une séance de kiné avant d'aller à l'école, plus le trajet. Donc, c'est vrai que voilà, j'arrivais pas souvent à l'heure. Le midi à l'école, c'était aussi parfois compliqué puisque je devais prendre un traitement. Donc moi, j'ai toujours eu, c'est pas du déni, mais c'est que j'ai souvent voulu cacher ma maladie parce qu'en fait, quand on est plus jeune, on n'a pas envie d'être différent puisqu'on sait que il y a souvent beaucoup de moqueries à l'école. Donc j'avais tendance à la cacher puisque ça se voit pas physiquement. C'est une maladie que j'ai essayé de cacher, mais le midi, c'était pas simple parce que je devais prendre des médicaments, j'avais un traitement, donc souvent je mangeais au self avec mes camarades. Et puis, juste avant de partir, d'aller dans la cour de récréation, j'allais m'isoler, donc je trouvais toujours une excuse pour aller voir une professeure qui me donnait mon traitement à part dans une salle. Donc voilà, ça c'était un petit peu ce qui était difficile d'essayer de le cacher. Et voilà, et pendant longtemps, il y a plein d'amis à moi qui l'ont jamais su. Alors tu aimais quand même courir, bouger, avoir des activités d'enfant, même si tu l'as dit, ta maman avait tendance à te surprotéger. Est-ce que tu as des souvenirs où elle t'a peut-être interdit d'aller pratiquer une activité en extérieur parce que c'était pas bon justement pour ta santé? Alors oui, par exemple, moi j'adore le foot depuis tout petit. J'ai fait une année de foot, mais j'ai vu que ça allait pas être possible, notamment physiquement, c'était compliqué. Plus on habite en Bretagne, donc comme tu sais, il y a beaucoup de pluie. Et ma mère n'aimait pas du tout que j'aille courir sous la pluie pour pas, voilà, surprotection, oui, mais parce qu'en fait, on nous disait aussi que voilà, quand tu es mouillé, t'as plus de chances d'attraper froid. Si tu attrapes froid, t'as plus de chances de faire une surinfection au poumon, et donc après, c'est des médicaments, c'est l'hôpital. Donc c'est vrai que le sport en extérieur, voilà, ça a toujours été limité. C'est notamment ça qui m'embêtait, quoi, si tu veux. À part ça, globalement, oui, toujours sortir couvert, voilà, jamais, toujours bien manger, jamais. En fait, comment te dire, quand j'étais petit, tout devait être un petit peu calculé parce que comme j'avais un traitement, que j'étais assez fragile, l'improvisation comme ça, c'était pas trop possible. Donc voilà, c'était toujours un petit peu calculé. Et, c'est ça qui m'a le plus marqué. Les manifestations de cette maladie, ça se traduit par quoi? Une capacité respiratoire qui est réduite, ouais. Un encombrement des poumons, des voies respiratoires plus globalement. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui se manifestent avec, tu l'as dit, peut-être un côté dégénérescent, c'est-à-dire que plus on avance dans l'âge et plus la maladie va prendre de la place dans ton quotidien? Oui, alors les 2 facteurs principaux, c'est donc les voies respiratoires qui sont touchées et la fonction pancréatique. Donc pour la fonction respiratoire, si tu veux, je sais pas, tu dois sûrement voir ce que c'est le mucus. Tu vois, c'est les sécrétions qu'on a quand on est malade. Voilà, on en a tous, des glaires si tu veux. Ce qui se passe dans la muco, c'est que on n'a pas la capacité à fluidifier ces sécrétions, ce qui fait qu'elles sont plus pâteuses et au fur et à mesure, puisqu'on peut pas les évacuer, elles s'épaississent et puis ça t'encombre les poumons progressivement et puis du coup tu as des surinfections,
on est obligé de te donner des médicaments, des cures intraveineuses pour soigner ces infections. Donc, d'où l'usage de la kiné pour essayer d'en expectorer le plus possible. Mais c'est pas forcément simple parce que on en a de plus en plus qui s'accumulent et donc c'est pour ça que quand on est petit, généralement ça va bien. Mais au fur et à mesure, généralement t'en as de plus en plus et puis tes poumons sont aussi, si tu veux, s'abîment progressivement. Donc de ce côté-là, c'est compliqué. Et puis tu as aussi la sphère pancréatique qui est caractérisée par le fait qu'on digère pas les graisses. C'est-à-dire que moi, j'ai pas l'enzyme, mon pancréas ne fabrique pas l'enzyme qui permet de digérer les graisses. Donc je suis obligé de prendre un médicament de l'enzyme pancréatique qui va compenser cette enzyme défaillante pour pouvoir digérer les graisses. Et si je la prends pas, bah voilà, je digère pas les graisses et après c'est des maux de ventre, je vais aux toilettes régulièrement, etc. Donc c'est principalement ces deux choses. On peut aussi avoir des difficultés à avoir des enfants chez les femmes et chez les hommes. Donc voilà, globalement c'est ces trois aspects-là qui sont les plus importants. Est-ce que ça nécessite, avec ce côté pancréatique, un régime alimentaire particulier où les graisses vont être peut-être limitées, où tu fais attention à ton alimentation au quotidien? Alors, ce qui est le plus marquant le plus difficile, si tu veux, c'est que malgré un substitut via un médicament, je ne vais pas assimiler la totalité des ingrédients. C'est-à-dire qu'une personne normale, elle va assimiler, admettons, 100%. Moi, c'est 25% de moins, même avec un supplément. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a tendance à être un peu plus difficulté à prendre du poids, être un peu plus mince. Donc voilà, et t'es obligé c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, à chaque repas, t'es obligé d'avoir ton médicament. Il faut le prendre avant le repas. Et effectivement, plus le repas va être riche en graisse, plus tu vas devoir en prendre. Et du coup, moi, j'en ai toujours sur moi. Je peux pas partir à l'improviste comme ça sans mon médicament. Je peux pas non plus, des fois, si j'en ai pas, ça m'arrive, manger comme tout le monde. Donc, je me suis retrouvé plein de fois dans des situations, petit comme adulte, où je peux pas manger, ou alors si vraiment j'ai besoin de manger, je vais essayer de pas prendre de graisse du tout. Je vais peut-être prendre un fruit, je vais prendre un légume. Et voilà quoi, je suis toujours obligé de jauger, même actuellement en allant mieux, puisque ça n'a pas guéri. Ce qu'il y a dans mon assiette, ce que je vais manger, etc. Je suis toujours obligé d'anticiper. Et ces séances de kiné respiratoire, ça doit pas être ce qu'il y a de plus agréable. Ouais. On voit cette kiné qui peut être fait aux bébés qui sont victimes de bronchiolite. Pour toi, c'était matin, soir, ces séances pour enlever, expectorer tout ce mucus présent dans tes poumons. Ouais, alors l'aspect de la kiné, donc le matin avant d'aller à l'école pour me dégager, et le soir effectivement avant le repas. Il y avait principalement deux fonctions. C'est, tu l'as dit, aider à expectorer les sécrétions, puisqu'en fait elles s'accumulent, donc sans aide extérieure, des fois c'est compliqué. Et puis ça fait aussi des entraînements de respiration, voilà. Donc ça t'aide à garder ton souffle ou à l'augmenter. Donc voilà, c'était vraiment. Mais la kiné, c'est comme les médicaments, quoi. C'est-à-dire que ça fait partie intégrante de la maladie. C'est-à-dire que depuis mes premiers souvenirs, j'ai de la kiné. Donc c'est vraiment ça fait partie depuis le début, j'ai eu de la kiné autant que tout le reste. Est-ce qu'il faut des kinés qui soient spécialisés, formés à ce traitement et aux gestes pour manipuler le patient atteint de mucoviscidose? Oui, alors moi c'était des kinés respi que j'avais. Ça m'est arrivé d'aller chez d'autres kinés, on va dire un peu général, mais c'est vrai que c'est tellement un travail spécifique que voilà, moi j'ai toujours globalement eu des kinés respi qui avaient des mucoviscidoses à gérer ou en général, parce que c'est des séances qui sont assez longues et puis il faut réussir à faire cracher le patient. Donc quand on est petit, des fois tu te doutes bien, à 3, 4, 5 ans, t'as juste pas du tout envie de faire ta séance. Donc faut à la fois des gens patients qui ont une technique particulière et c'est pas facile. C'est pas facile pour nous, mais c'est pas non plus facile pour eux. Une fois l'adolescence qui se profile,
Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu as dit j'en ai marre du traitement, j'en ai marre de la kiné? Je dis adolescence, mais on est dans le début de ta vie d'adulte. Est-ce qu'il n'y a pas eu des étapes où tu t'es dit j'en ai ras-le-bol et j'ai envie de tout lâcher? Si, si, bien sûr. Alors, ça a commencé, on va dire, à l'adolescence, vers 14-15 ans, où j'étais maigre par rapport à mes camarades. Donc déjà, les complexes, si tu veux, se sont intensifiés. Quand on est petit, bon voilà, on est un peu dans notre bulle, mais c'est vrai qu'à l'adolescence, le regard des autres commençait à peser plus lourd. Et donc, ce retard un peu de croissance, le fait que je sois maigre, que je voyais bien que j'avais pas les mêmes capacités que les autres, ça a commencé à s'intensifier, et là j'étais un peu plus à l'écart, si tu veux. Voilà, le regard des autres a pris une place importante et je me rendais bien compte que j'étais pas comme tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, oui, là où ça a été le plus marquant, c'est quand je suis arrivé à la fin lycée, début fac, où on commence à sortir, hein, quand on a 17 ans, 18 ans. Et moi qui avais été surprotégé, ça a été, si tu veux, la découverte des soirées, de l'alcool. Voilà, moi qui avais jamais baigné là-dedans, mes copains depuis et peut-être à 15 ans, 16 ans, ils avaient commencé à faire leur première soirée. Moi, j'ai attendu j'ai attendu la fac, et forcément, j'ai eu tu sais, c'est comme si tu as toujours été dans les interdits et d'un coup tu découvres un monde, et je me suis baigné là, j'ai été baigné là-dedans, j'ai été entraîné les jeudis soirs à faire la fête, et en fait j'ai pris goût à ça. Et ça a été compliqué, effectivement, pendant toute ma scolarité à la fac, pendant, on va dire, 3-4 ans, parce que j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire que je sortais tous les jeudis, je sortais le week-end, je buvais, je fumais des cigarettes alors que j'avais absolument pas le droit. Enfin, j'ai voulu faire tous les interdits que j'ai jamais pu faire. Je pense que c'est une sorte d'affront, quoi, d'affront à la maladie, d'affront à la vie, en disant moi je peux pas le faire, je vais le faire quand même. Et j'en ai parlé à l'hôpital, j'en ai parlé à ma kiné que je voyais à l'époque tous les jours. On m'a dit que c'était normal, qu'il y a beaucoup de patients qui ont besoin à un moment d'avoir ces moments de défi, parce que voilà, tu peux pas être toute ta vie comme ça restreint, et je pense que tu as besoin à un moment tu vois, de défier la maladie. Et il y a même une période où pareil, à peu près au même âge, j'ai à un moment refusé de prendre des antibiotiques, mes médicaments, je voulais arrêter la kiné, enfin tout à ce moment-là c'est mélangé, et ça a été une période compliquée pour ma mère, pour moi, pour le corps médical, parce que je suis parti en vrille, quoi. Heureusement, ça a pas duré tant que ça a duré 3 ans, donc voilà, ma santé oscillait entre bien et mal, mais elle a commencé à se dégrader à ce moment-là, et je pense que je l'ai payé plus tard. Ces excès sont la conséquence de la dégradation de ton état de santé. Comment ça s'est passé? Comment ça a évolué? Parce que tu dis j'ai voulu défier la maladie, c'est elle qui est revenue de plus belle et façon boomerang. Façon boomerang. La sphère pancréatique, si tu veux, a toujours été un problème. Donc l'alcool pour le pancréas, pour le foie, etc., c'était nocif. Moi qui avais toujours eu des médicaments, voilà, on m'a toujours dit médicaments, ça abîmait le foie, fallait pas mélanger avec de l'alcool. Donc forcément que tout ça mis bout à bout, la fatigue, le fait de pas bien dormir, de pas bien récupérer, forcément ça a joué sur ma santé. Alors j'étais encore assez jeune, donc les impacts on les a pas vus tout de suite, mais c'est vrai qu'arrivé à 19 ans, 20 ans, 21 ans, là ça a commencé à être compliqué, et j'ai commencé à le payer. Alors il y a aussi le fait que la maladie, même sans ça, si tu veux, elle évolue. Mais si tu rajoutes ça plus les excès, forcément à un moment ça va être compliqué. Et là où ça a été le plus dur, ça a été à partir de 2018. Donc 2018, j'avais quoi? J'avais 24 ans à peu près, 23 ans, 24 ans. Et c'est là où les hospitalisations ont commencé à être de plus en plus fréquentes. Voilà, donc des perfusions, je restais une semaine, 10 jours à l'hôpital.
Quand je sortais, j'avais des antibiotiques tout le temps. C'est-à-dire, j'avais 15 jours d'antibiotiques, une semaine de repos et je recommençais en permanence. J'ai commencé à perdre beaucoup de poids. Ma capacité respiratoire a commencé à diminuer progressivement. Et puis après, tu es pris dans un cercle vicieux. S'ensuit jusqu'à 2019 où je suis hospitalisé à la suite d'un pneumothorax, parce que le pneumothorax, il est venu à force de perdre beaucoup de poids, tousser, etc. Donc j'ai fait un pneumothorax en plus de ma maladie, donc ça a été compliqué parce que il a duré 6 mois où j'étais alité, je pouvais plus rien faire. S'ensuit une opération au mois de novembre où là je suis au plus bas, c'est-à-dire que après l'opération, je suis à 30% de capacité respiratoire. Je fais entre 50 et 52 kilos faut imaginer 1m83, donc 30 kilos de moins par rapport à ma taille, donc j'étais vraiment très très maigre. Et là, que ce soit moi ou ma famille, on sait que ça va être compliqué. Comment on va s'en sortir? Quelle est la prochaine étape? Ça commence à me parler possiblement de greffe de poumon, parce que dans la muco, à part les derniers traitements qui viennent de sortir, la seule solution quand tu commences à être trop fatigué, que tu respires très mal, c'est la greffe de poumon. Donc voilà, ça c'était, j'étais pas en attente de greffe, mais pas loin. La question allait se poser. Donc c'est vrai que 2019-2020 ça a été très compliqué, et en plus de ça, tu as la période du Covid qui est arrivée. Donc forcément bunkerisé chez moi, à voir personne, parce que le Covid au début, on savait pas trop ce que c'était, mais on savait que c'était une maladie respiratoire. Donc là, j'ai été ultra sérieux et donc ça a été une période compliquée, si tu veux, entre 2019 et on va dire 2022, ça n'a pas été très très simple. Est-ce qu'à un moment donné, Elliot, ton pronostic vital a été engagé au moment où tu as perdu énormément de poids, à ne plus avoir seulement que 30% de capacité respiratoire? Est-ce que les médecins ont vraiment tiré la sonnette d'alarme, et toi, est-ce que ça a agi comme un déclic pour te dire non, là je peux plus aller dans ce sens-là? Oui, c'est vrai que moi j'ai une personnalité qui fait que j'ai jamais été trop inquiet, que je me suis jamais trop apitoyé sur mon sort, mais c'est vrai que quand tu vas voir le médecin avec ta mère à côté de toi et que le médecin te dit que le médecin parlait à ma mère, son pronostic vital est engagé, là tu réalises en fait, parce que des fois quand tu es touché par la maladie, tu réalises pas trop. Le plus dur, limite, des fois, c'est même pour la famille. Et c'est vrai que quand j'ai vu ma mère qui s'est pris ça en pleine figure, le pronostic vital de votre fils est engagé, là, j'ai réalisé que c'était quand même, que c'était sérieux, quoi. Et ça fait peur, hein. Franchement, ça fait peur, et tu te poses plein de questions. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis, on était dans une impasse, parce que, voilà, à part des traitements, pour traiter la forme, mais tu traitais pas le fond. Donc à un moment tu te dis je vais jamais m'en sortir. L'idée de la greffe, elle t'est passée par la tête? Tu t'es préparé à ce type d'intervention pour te sortir de cette impasse? Ouais, je commençais à y penser sérieusement, parce que pour moi c'était la seule solution. Je me suis dit je vais peut-être pouvoir encore gagner peut-être quelques mois, 1 an, mais il y a un moment où le corps, tu tires dessus, je me suis dit à un moment c'est plus viable, quoi. Donc t'as juste à un moment, je me suis dit est-ce que finalement la greffe c'est pas la solution la plus la mieux pour moi, et j'y étais prêt. Alors c'est pas facile, parce que la greffe, on t'explique que c'est un autre processus derrière, c'est-à-dire que quand tu es greffé, tu prends des médicaments à vie. Donc déjà, avant ça, il y a l'opération qui est quand même à risque. Il faut avoir une liste d'attente. Donc tu peux rester sur liste d'attente pendant des semaines, des mois. Tu es intubé, tu es dans un lit d'hôpital. Donc c'était pas très joyeux, quoi, l'avenir qui m'attendait. Donc mais tu es obligé de passer par là. Les médecins te disent à un moment, on va pas avoir le choix. C'est soit vous allez mourir. Donc quand tu entends des termes comme ça, voilà, tu es obligé de prendre conscience de ce qui t'arrive et de probablement l'opération que tu vas devoir faire. Alors même si tu me dis ne pas être de nature inquiète, là ça a dû cogiter, et on doit voir le précipice qui est tout près. Comment tu as pu rebondir? Parce qu'aujourd'hui,
on échange tous les deux. Ouais. On va voir avec ce que tu as vécu sur le plan sportif, qu'il y a quand même une nette amélioration. Quel a été le cheminement pour basculer et renverser la vapeur? Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'étais pas bien, donc pendant que j'avais mon pneumothorax, le médecin m'a dit, écoute, il y a un traitement actuellement aux États-Unis qui est révolutionnaire. Ils veulent bien l'envoyer à quelques patients en France qui sont en très mauvaise santé. Voilà, pour faire des échantillons, voir comment l'état s'améliore. Donc voilà, elle a rempli le dossier et par chance, c'est là que je dis par chance, c'est que dans mon malheur, c'est que j'avais tous les caractéristiques pour recevoir ce traitement. Et donc quelques mois après, je l'ai reçu. Là, tu vois, là où je suis au plus mal, c'est en novembre 2019. Et je reçois le traitement en avril 2020, donc 6 mois après. Donc en plein Covid. Ouais, en plein Covid, ouais. En plein Covid. Au début du Covid. Et moi, je reçois ce médicament-là et je me dis, bon, bah voilà, c'est encore un autre médicament parce que j'en avais eu plein. Je me dis, voilà, ça va peut-être m'améliorer un petit peu, mais sans plus. Et j'ai pris le médicament et ça a été un truc de fou. C'est-à-dire que pendant une semaine, j'ai fait que de cracher. Je me suis vidé les poumons et à partir de ce moment-là, j'ai pu tousser. Mon confort de vie s'est amélioré et j'ai commencé à reprendre du poids. Et même à l'hôpital, ils étaient choqués parce que on savait que le médicament était efficace, notamment aux États-Unis. En France, il y avait très peu de cas. Donc j'étais un des tout premiers à l'avoir. Avant même qu'il soit commercialisé en France, c'était vraiment mon traitement. Pendant 1 an, il était envoyé des États-Unis jusqu'à Rennes. Je devais le récupérer à l'hôpital. J'étais en essai thérapeutique et les effets ont été dingues. C'est-à-dire qu'en 1 mois, j'avais repris déjà plusieurs kilos. Mon souffle s'était amélioré. Et ça, je m'en suis rendu compte. Mais en même temps, on était en plein Covid, donc on était confinés, on pouvait pas aller dehors, les salles de sport étaient fermées. Donc je pouvais pas réellement en prendre pleinement conscience. Et c'est que à la fin du Covid que j'ai pu réellement voir les effets que ça me sur le sport, si tu veux. Alors comment tu as testé tes nouvelles capacités respiratoires avec la prise donc de ce médicament sous forme d'essai thérapeutique, C'était un peu la dernière chance pour toi. Alors quand j'ai eu le traitement, déjà j'ai attendu quelques mois le temps de reprendre du poids et que mon souffle s'améliore un petit peu. Et puis comme je te dis, on était en plein Covid. Donc pendant cette période-là, j'étais allé chez ma mère qui avait un jardin. Et donc c'est dans le jardin que j'ai commencé à passer le temps. Voilà, il y avait 2 haltères, des choses comme ça, des élastiques. Donc j'ai commencé à faire au début du renforcement musculaire progressivement. Voir comment mon corps réagissait. J'ai vu que ça allait. Bon, au début, j'étais courbaturé, j'avais du mal, mais tu vois, le Covid, ça a quand même duré pendant quasiment 1 an et demi, donc j'ai pu me renforcer au fur et à mesure. Ma mère habitant à la campagne, au début, j'ai commencé à marcher, aller faire des balades de plus en plus longues. Et puis là, j'avais pas encore l'idée de la course. Si tu veux, la course pour moi, c'était tellement quelque chose d'inaccessible que mon premier réflexe ça n'a pas été de me dire je vais courir. En fait, j'ai attendu longtemps avant de me dire que je vais courir. Inaccessible par rapport à ce que les médecins te disaient, par rapport à tes croyances, par rapport à tout ce qu'on avait pu te dire étant enfant jusqu'à cette période d'adolescence avec derrière cette perte de tes capacités respiratoires. C'est comme si mon cerveau était bridé, c'est-à-dire qu'en fait pendant des années t'as pas pu le faire. Quand t'essayais, t'étais essoufflé, t'étais fatigué, que en fait dans ma tête je me suis dit ok je vais mieux, mais déjà j'avais pas l'envie de recourir parce que j'avais pas envie de revivre ces sensations là. Et puis ton cerveau est bridé quoi. À un moment pendant 20 ans il se dit c'est pas possible, donc il se dit non j'ai pas l'envie d'aller courir. Donc ça m'a pas traversé l'esprit tout de suite. C'était surtout du renforcement musculaire. Je voulais reprendre le plus de poids possible parce que j'étais maigre. Puis des balades en forêt, voilà. Mais au début, ça a été que ça pendant peut-être 1 an et demi jusqu'en 2022. J'ai pas été plus loin que ça. Petit à petit,
tu devais reprendre confiance en voyant que tes capacités respiratoires revenaient à une norme. Alors si on peut appeler ça une norme pour quelqu'un qui est frappé par la mucoviscidose, on est sur des valeurs sur un plan respiratoire qui doivent être inférieures à une personne lambda. Quelqu'un qui est frappé par la mucoviscidose va voir ses capacités respiratoires réduites en pourcentage de combien, pour avoir un ordre d'idée? Alors, donc comme je te disais, j'étais à peu près à 30% au moment où j'étais le plus mal. Et au maximum, je suis remonté donc on va dire que c'est là actuellement, je suis à un peu plus de entre 70 et 72% de capacité respiratoire. Donc une personne normalement à 30 ans en bonne santé, même si elle fume, même si elle fait la fête tout le temps, elle sera entre 98 à 100%, voire même les sportifs, ça peut même aller à plus de 100%. Donc même là, en étant super bien, je suis quand même qu'à 70%, donc j'ai un tiers, on va dire, de capacité respiratoire en moins, ce qui est pas négligeable. Mais j'ai plus les symptômes de la maladie. J'ai plus de kiné, j'ai plus d'antibiotiques. Mais ce qui est perdu, malheureusement, est très compliqué à retrouver, puisque même si les bronches sont dégagées, ce qui a été nécrosé, les bronches, elles sont un peu mortes, entre guillemets, donc tu peux pas récupérer ça. C'est comme des petites branches d'arbres, entre guillemets, qui seraient finalement atrophiées et qui ne reviendront jamais en position initiale. Alors, peut-être que dans 10 ans, à force de faire du sport, je pourrais peut-être en récupérer quelques-unes, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, en 4 ans, ça a pas évolué. Tu vois, en 4 ans, j'ai dû peut-être reprendre 1%, 2% maximum. Donc, c'est pas énorme, et je pense que ça ira pas énormément plus haut, malheureusement. Est-ce que ça nécessite des contrôles réguliers pour observer justement cette capacité respiratoire jusqu'à un moment où tu vas peut-être poser la question au corps médical, est-ce que je vais pouvoir reprendre l'activité sportive, à savoir la course à pied? Tu vas nous dire comment c'est venu, parce que tu le disais, jusqu'à présent, j'ai été bridé, j'avais pas envie de revivre ces mauvaises sensations, mais comme peuvent le ressentir des coureurs qui seraient en bonne santé et qui débutent la course à pied. C'est pas simple au début. De ton côté, comment tu as cheminé? Quel est le rythme finalement de ces contrôles jusqu'à ce que tu puisses obtenir enfin le feu vert? Alors, les contrôles, c'est grosso modo tous les 3 mois, où tu vas à l'hôpital, et puis là, t'as une batterie d'examens. Donc tu vas faire ce qu'on appelle des EFR, tu souffles dans un tube, ce qui permet de mesurer ta capacité respiratoire. Tu as une séance de kiné, tu as aussi un bilan sanguin pour voir au niveau du sang, est-ce que tu as toutes les vitamines qu'il faut, est-ce que tu as des carences. On surveille aussi beaucoup les enzymes du foie, puisque avec tous les médicaments que j'ai pris, on sait que c'est assez toxique pour le foie, donc je suis suivi aussi à ce niveau-là. Et puis le médecin, généralement au bout des radios, j'ai une batterie d'examens à chaque fois pour terminer avec le médecin, et puis on fait un bilan. Ça, c'est actuellement, c'est-à-dire qu'actuellement c'est tous les 3-4 mois. Quand j'étais pas bien, c'était plus fréquent, ça pouvait être tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois, plus des mails au médecin, plus des appels, etc. Et c'est pas arrivé tout de suite que le corps médical me dise que je pouvais reprendre le sport, puisque la course ça a germé dans ma tête il y a seulement 1 an. Donc en fait, pendant tout ce temps, il savait que je refaisais un peu de salle de sport, que j'avais repris une activité normale, mais je faisais pas de sport comme aujourd'hui. Ça, c'est vraiment arrivé il y a 1 an, et j'ai pas attendu le fait qu'ils me disent j'ai pas attendu leur feu vert. J'ai pris la décision tout seul, et peut-être que j'aurais dû, mais au final ça s'est bien passé, donc pas besoin de leur feu vert. Après, ils ont approuvé, mais ils étaient un petit peu inquiets quand même. Parce que je vois derrière toi une belle médaille, une petite rondelle façon donuts. C'est la médaille donc du marathon de Paris. Alors si tu as la médaille, c'est que tu es allé au bout de cette épreuve. Les médecins, quand tu leur as annoncé que tu souhaitais te lancer dans ce défi marathon, est-ce qu'ils n'ont pas été un petit peu inquiets? Parce que autant reprendre la course à pied tranquillement,
Je pense que c'est de l'ordre du possible. Mais là, de se confronter à l'épreuve du marathon, c'était peut-être un peu culotté, un petit peu osé. Bah alors, c'est pas compliqué. Je suis arrivé en avril. J'ai pris mon dossard pour le marathon un an avant, donc en avril 2023. Et au mois de mai, j'avais une visite à l'hôpital. Et à la fin, je dis au médecin, au fait, je me suis inscrit pour le marathon de Paris. Voilà, c'est un défi que je me lance. Qu'est-ce que vous en pensez? Et sur le coup, bon, le médecin, il a été surpris parce que comme moi, si tu veux, elle a toujours vu que c'était compliqué. Et donc, sur le coup, elle a été un petit peu inquiète, ce qui est normal. Donc, elle m'a fait faire une batterie d'examens. J'ai été voir un médecin du sport qui m'a fait les mêmes tests que les professionnels. Tu sais, où t'es branché de partout, tu cours sur un tapis, on teste ta VO2 max et tout ce qui s'ensuit, ton rythme cardiaque, etc. Donc, ouais, j'ai eu une batterie d'examens pour s'assurer quand même qu'il n'y avait pas de contre-indication majeure au-delà du fait de m'entraîner etc. Mais en tout cas, on a vu que sur l'aspect cardio, il n'y avait pas de problème majeur, ni sur le corps. Donc voilà, j'ai eu le feu vert. Comment tu as vécu cette année de préparation? Tu as cheminé de façon autodidacte, vraiment seul dans ta pratique, ou est-ce que tu t'es attaché les services d'un staff, que ce soit sur le plan médical, là on voit que tu es accompagné, mais sur le plan sportif, est-ce que tu as fait appel à des personnes pour t'aider, t'accompagner à calibrer cet entraînement, parce que tu pars de rien du tout en avril 2023 et avril 2024, c'est le marathon de Paris. Ouais, c'est ça. Quel a été ton processus pour bien préparer cette épreuve? Alors, au moment où je m'inscris, en 2023, je me dis j'ai un an. Donc moi qui connaissais pas grand-chose à la course à pied, ça me paraissait quand même loin, un an. Je me suis dit ça me laisse du temps. Au final, je verrai par la suite que c'est quand même assez court quand t'as jamais couru. Et donc au début, j'ai été courir. J'ai essayé. Je me suis dit bon, je vais me tester. Je suis allé courir quelques kilomètres. Au bout de 5 kilomètres, au bout de 5 kilomètres, j'ai rebroussé chemin. Je me suis dit ok, là c'est déjà trop. Pourtant, j'allais pas très vite. J'étais à une allure peut-être à 6:30 et 5 kilomètres, c'était le maximum que je pouvais faire, puisque mon corps en fait était plus du tout entraîné à faire du cardio. Et puis les muscles, les articulations non plus. Donc au début, c'était compliqué. Et j'ai passé le printemps et l'été comme ça à essayer d'aller courir de plus en plus fréquemment et augmenter mes distances jusqu'à septembre. En septembre, je pouvais courir à peu près entre 10-12 kilomètres tout seul, à 6 à peu près, à une allure à peu près de 6. Donc voilà, on était encore loin du marathon, il y avait 30 kilomètres à faire en plus. Et je me suis dit, bon, tout seul, je vois bien que je stagne. J'avais pas de plan d'entraînement, j'y allais comme ça. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve une plateforme. Et en fait, j'ai été accompagné par Campus Coach. C'est une plateforme en ligne. Et voilà, j'avais un plan d'entraînement qui était adapté à moi et qui pouvait évoluer en fonction de mes résultats. Et ça m'a bien aidé. Le fait de pouvoir suivre un plan d'entraînement, c'est vraiment là où j'ai commencé à progresser. Est-ce que tu y as pris goût? Parce que tu disais, pendant 20 ans, j'ai été habitué à ne pas pouvoir pratiquer cette activité. J'en avais de mauvais souvenirs. Je ne voulais pas revivre ces mauvaises sensations. À quel moment ça a basculé? Tu t'es dit, finalement, je vais pouvoir quand même prendre du plaisir dans cette activité. Même si tu l'as dit, les premières sorties, 3, 4, 5 kilomètres, c'était difficile parce que le corps n'était plus habitué à bouger, à subir peut-être les impacts liés à la course à pied. Exactement. Alors, en fait, ça a commencé, déjà, c'était un cheminement mental, dans le sens où ce qui m'a poussé à faire ce défi, c'est je me suis dit, j'ai jamais aimé la course. Ça a toujours été compliqué pour moi. Limite, c'est quelque chose que je déteste, mais j'ai envie de m'y confronter. C'est-à-dire, le marathon, pour moi, ça représentait un peu l'épreuve ultime de la course. Et je me suis dit, t'aimes pas courir, tu vas aller faire un marathon. Et en fait, c'était compliqué parce qu'au début, moi, même quand j'allais courir 5 km, 10 km, j'allais courir
pas par contrainte, mais je me suis dit je dois faire un marathon. Donc en fait, c'était pas plaisant pour moi d'aller courir au début. J'y prenais pas spécialement goût. J'étais essoufflé comme n'importe qui commencerait la course et qui avait pas l'habitude. Donc au début, c'était compliqué et j'aimais pas spécialement ça. J'ai dû mettre un petit moment avant d'apprécier. Quand tu cours tout seul, bon bah t'es pas trop challengé, donc ça va, tu t'arrêtes un peu quand t'en as marre, quand t'es fatigué, tu te dis allez bon là je rentre. Donc pendant quelques mois ça allait, mais à partir de septembre où j'ai pris ma formation, là ça a été encore plus dur parce que là t'es obligé de respecter des temps, t'es obligé de respecter une allure, tu es obligé de respecter un nombre d'entraînements dans la semaine. Donc ça a pas été facile. Le temps d'acclimatation a été très très difficile, notamment quand on est arrivé dans la période octobre-novembre où il a commencé à faire froid, qu'il pleuvait. Là, fallait être mentalement déterminé pour aller courir sous la pluie. Ce que j'ai fait, mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai subi, si tu veux, cette préparation. Parce que ne pas courir quand il pleut en Bretagne, c'est ne pas courir 28 jours sur 30. Oui, c'est ça. Est-ce que ta maman t'a fait des réprimandes justement sur le fait d'aller courir sous la pluie? Ou est-ce que elle te lâche un petit peu plus aujourd'hui en te protégeant un petit peu moins? Bon alors déjà, l'avantage c'est que je vis pas avec ma mère, donc elle est pas au courant de tout ce que je fais. Mais effectivement, quand elle sait que je dois aller courir sous la pluie, sous le froid, elle était inquiète parce que c'est une maman et elle est dans sa tête, même si je vais mieux aujourd'hui, elle est toujours bridée et elle a toujours peur qu'il m'arrive quelque chose, que je tombe malade, que je me casse quelque chose. Donc effectivement, pour elle, ça a pas été simple. Et comme tu le dis, il pleut tout le temps en Bretagne, donc régulièrement à l'automne, c'est pas évident. Donc oui, mais bon, à un moment, j'ai dit, écoutez, c'est bon. Ma famille était inquiet, tout le monde était inquiet. J'ai dit, laissez-moi vivre. Je veux faire quelque chose. Je veux pousser mon corps. Je veux voir si j'en suis capable. C'est important pour moi. Tu vois, en fait, de la même manière que ce que je t'expliquais quand j'avais 18-19 ans, où je sortais pour défier la maladie, puisque j'avais jamais pu le faire. Bah là, c'était une sorte de défi aussi. C'est dire, bah j'ai jamais pu courir, j'ai jamais aimé ça a toujours été difficile pour moi. Bah là, j'ai envie de m'y confronter. Sans savoir si c'était réalisable, sans savoir si j'allais aimer ou pas. Mais voilà, c'était un affront à la maladie en disant bah là je vais mieux, donc voilà, il faut que je me confronte à ça. J'en avais besoin en fait. Donc même si mentalement c'était pas facile d'aller courir, j'étais quand même habité par ce challenge et voilà, il y avait une sorte de motivation quand même qui me poussait à y aller quoi, même si je savais que c'était pas facile. Est-ce que cette motivation, cette confiance que tu as dans cet objectif lointain qui était le marathon, elle n'a fait que croître semaine après semaine avec un plan d'entraînement qui t'a permis justement d'augmenter la charge d'entraînement sans que tu en ressentes finalement peut-être les contraintes et la difficulté? Ou est-ce qu'il y a quand même eu des moments où c'était difficile, où tu t'es dit là, je m'engage quand même dans quelque chose qui va être corsé pour le mois d'avril? Là où j'ai commencé à vraiment apprécier la course, c'est quand tu vois que tes capacités augmentent et que tu vois que mois après mois, tu es quand même plus fort, plus performant que le mois d'avant. Et ça a commencé à me plaire de voir que finalement, moi qui aimais pas la course, ben en fait, je pouvais obtenir des résultats qui pour moi étaient sympas. J'ai commencé à m'inscrire à des 10 km voilà, sur des courses. Et j'ai beaucoup aimé en fait l'aspect, c'est ça qui m'a donné envie de continuer aussi, c'est l'aspect de la course, l'ambiance, le dépassement, de voir aussi les autres qui sont en difficulté mais qui s'accrochent. Ça m'a mentalement, ça m'a beaucoup plu. Alors qu'on était que sur des 10 km et ça m'a donné envie de découvrir après les semi et le marathon et voilà, ça m'a vraiment boosté à me dire j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout, voir ce que ça fait 42 km. Donc oui, c'était pas facile mais j'avais cette envie d'aller jusqu'au bout. Ce qui m'a bien aidé aussi, c'est que le mercredi, j'allais courir avec des gens. On est un groupe où on va courir à plusieurs. Ça, c'était le mercredi. Et ça m'a aidé aussi parce que j'étais une personne qui courait tout seul. Voilà, j'avais personne dans mon entourage qui courait. Donc forcément, quand tu vas courir tout seul, des fois c'est un peu relou.
Et là, j'ai été confronté à des gens qui, eux, faisaient aussi le marathon, qui faisaient d'autres courses, et ça m'a permis de parler courses avec eux. Ils m'ont donné des conseils. Donc voilà, ça m'a boosté aussi de trouver un groupe avec qui je pouvais discuter course à pied. Voilà, tu vois, ça te booste un petit peu à continuer et à découvrir cet univers. Et que ce soit dans ce groupe ou dans les courses auxquelles tu as pris part, c'est vrai que c'est pas marqué sur ton front que Elliot atteint de mucoviscidose. Non. Donc de pouvoir, avec tes capacités, te confronter à d'autres personnes dans la même épreuve, sur un plan personnel, sur un plan de la confiance, je pense que ça apporte également beaucoup. Et dans ton quotidien, tu as vu également une amélioration de ta condition physique. Donc c'était gagnant-gagnant avec cette pratique naissante de la course à pied. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, tu te rends compte que bon, au début, il y a ce côté un petit peu comment dire, quand tu doubles des gens ou que tu termines avant une personne et tu te dis bah bon, même si comme si c'est pas marqué sur ton front, donc peut-être que la personne a un problème de santé aussi, mais c'est vrai qu'au début, quand je m'étais inscrit en course, je me suis dit mais je vais me faire voilà, même si la course tu l'as fait pour toi, tu te dis bah je vais terminer probablement dans les derniers, ça va être compliqué. Et en fait, tu te rends compte que tu arrives avant d'autres gens et en fait, bah ça te motive à te dire ah ouais, OK, bah j'ai un handicap, mais je suis quand même capable de réussir à faire des choses sympas. Et forcément que ça m'a motivé. Franchement, je me suis dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Ton handicap, il est là, certes, mais bon, tu t'es capable de courir et donc voilà. Pendant ma préparation, je me suis pas dit ouais, je suis malade, ceci, cela. J'ai pas essayé trop de me cacher derrière ça. Je savais que c'était là, mais voilà, à un moment, tu t'inscris à une course, bah t'y es pour la finir et j'ai tout donné par rapport à ça. Effectivement, terminer la course des fois avant certaines personnes, bah je trouvais ça me faisait du bien. Elliot, sur cette préparation marathon, tu as suivi un plan, tu as suivi donc un rythme d'entraînement progressif. Ouais. Est-ce que l'objectif était seulement de finir ou est-ce que quand même tu as eu une envie de chrono? Parce que au regard des allures que tu vas travailler à l'entraînement, ça génère forcément au bout un résultat avec un chrono attendu. Alors, quel était le réel objectif pour ce marathon de Paris? Alors, le réel objectif, déjà, c'était de le faire. En fait, si tu veux, ça a évolué en 3 temps. Le premier, quand je m'inscris 1 an à l'avance, l'objectif, c'est de le faire. Sans savoir si je peux le terminer, parce que je savais pas déjà si j'avais la capacité de le terminer. C'était, j'ai envie de faire l'expérience du marathon et j'ai envie de me confronter à quelque chose de difficile. Ensuite, bah, tu t'entraînes et quand j'ai pris le plan, voilà, sur quasiment 6 mois d'entraînement avec Campus, l'objectif était à peu près de le faire aux alentours des 4 heures, ce qui est pour un premier marathon apparemment un peu la base, enfin pas la base parce que chaque personne est différente, mais si tu veux, c'était un objectif qui était voilà correct à essayer de faire. Et puis bah forcément à force de t'entraîner, les mois passent, tu te dis bah t'as envie de gratter du temps, mais c'est compliqué en fait. Dans ma tête, je me dis toujours bah oui, j'aimerais bien le faire en 4 heures, mais le principal objectif c'était de le terminer. Je m'étais dit le but c'est de le finir. Si jamais tu arrives à le faire en 4 heures, c'est super. C'est super, mais je savais très bien que un marathon il pouvait se passer tellement de choses que voilà le but c'était de le finir et d'essayer de le finir quand même de la bonne manière et pas arriver totalement à l'agonie, ce qui finalement est arrivé, mais on en reparlera peut-être. Durant cette année de préparation, est-ce que tu as revu régulièrement le corps médical pour peut-être faire des points d'étape sur ta santé? Et est-ce que leur regard un petit peu inquiet a changé au fur et à mesure des consultations? Alors oui, au début ils étaient forcément inquiets. Ils m'ont fait faire une batterie d'examens comme je te le disais. Une fois qu'ils ont mis le feu vert, voilà, ils ont quand même voulu attendre de voir comment ça allait évoluer. Et puis ils ont bien vu que mois après mois, voilà, de toute façon, voilà, j'étais quand même suivi pendant les 6 mois de préparation intensive. Ils m'ont revu peut-être 2-3 fois pendant cette période. Quand ils ont vu que tout était bon et que j'avais pas trop de problèmes. Alors, le seul problème, c'était la perte de poids. C'est-à-dire que quand tu fais du cardio, voilà, tu dépenses plus.
Là, ce qu'ils voulaient vraiment pas, c'était que je continue à perdre trop de poids, puisque ma principale difficulté, c'est d'en prendre. Donc, vu que j'ai perdu quand même plusieurs kilos, c'est ça qui les inquiétait. Ils voulaient pas que je descende en dessous d'un certain poids. Donc voilà, c'est vrai qu'ils m'ont demandé de manger plus. J'ai vu des diététiciennes, etc., pour avoir des plans, un plan diététique. Ils m'ont proposé aussi des boissons très nutritives, etc., pour pas que je perde trop de poids, parce que on sait très bien que dans la mucoviscidose, prendre du poids c'est très difficile, mais en perdre c'est facile. Donc eux, c'était surtout par rapport à ça qu'ils étaient inquiets. Et sur le plan de l'environnement, je dirais, le matériel, l'approche de la compétition, c'était quelque chose de nouveau pour toi. Comment tu as fonctionné? Quels étaient finalement les équipements avec lesquels tu es parti sur ce marathon? Est-ce que tu peux nous raconter cette approche de la compétition, la semaine qui a précédé, la veille, le retrait du dossard? Comment tu l'as vécu? Alors mon équipement, j'ai l'équipement classique, hein. J'ai commencé avec une paire de chaussures et puis progressivement on se rend compte qu'il manque des choses. Donc voilà, c'est passé par l'achat d'une montre. J'ai changé de paire de chaussures aussi parce qu'au début, quand on se décide d'aller courir comme ça, on a une paire de chaussures. Voilà, c'est pas tip top. Donc j'ai pris une bonne paire de chaussures, une montre et puis voilà, deux shorts et quelques t-shirts et puis après je me suis entraîné toute l'année avec ça. Ce qui a été aussi mon équipement pour le marathon, j'ai rien changé, j'ai fait avec les affaires avec lesquelles je m'étais entraîné. Et puis la dernière semaine, voire même le dernier mois finalement, parce que le dernier mois j'avais que ça en tête, hein, de ce marathon. Donc du stress, de l'appréhension, on sait pas comment ça va se passer, on entend tout et son contraire, des gens qui te disent que ça s'est bien passé, d'autres qui te disent tu verras, il y aura sûrement le mur au 30e. Donc t'es un peu dans une spirale où tu te poses plein de questions, tu fais des recherches sur internet au niveau de l'alimentation, au niveau de plein de choses, donc voilà, t'es un peu dans le flou. Et ça a duré mine de rien un mois où pendant j'ai fait que de me questionner. La dernière semaine avant le marathon, j'ai fait ce qu'on appelle l'affûtage, où j'ai très peu couru pour essayer de me reposer au maximum. Essayer de bien manger, bien me reposer, c'était vraiment l'objectif. Et le stress est forcément à monter de plus en plus. Et là où vraiment ça a été le pire, c'est je pense quand je suis arrivé à Paris le vendredi et que j'ai été récupérer mon dossard. J'ai récupéré mon dossard 2 jours avant la course. Et là, quand tu arrives au salon à Paris, tu prends vraiment conscience de où tu es et de ce que tu vas faire, parce qu'en fait, tu rencontres que des gens qui sont là pour la même chose que toi, et tu prends un petit peu l'ampleur de ce que ça va être le marathon. Est-ce que tu as bien dormi en cette veille de course, ou est-ce que tu as cogité à l'idée de parcourir ces rues parisiennes? Alors, j'ai essayé de tout bien faire, manger pas trop tard, mon plat de pâtes, essayer de me coucher pas trop tard vers 22h, 22h30. Je voulais me réveiller vers 6h pour prendre un petit déjeuner assez tôt, le temps de bien digérer. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis pas bien... j'ai mis du temps à m'endormir. À minuit, je dormais toujours pas. Je cogitais, j'étais dans mon lit, mais je trouvais pas le sommeil. Et je me suis réveillé à 4h30. Je pense, tu sais, l'angoisse de louper le marathon, de te réveiller trop tard. Du coup, je me suis réveillé super tôt à 4h30. Impossible de me rendormir, donc du coup j'ai cogité. Je me suis levé et puis j'ai pris mon petit déj du coup encore plus tôt, et mal de ventre, je pense, le stress, ça a été particulier d'avoir mal au ventre comme ça. Je m'en souviens, aller aux toilettes, te dire mais s'il faut que j'y aille maintenant pour pas que j'y aille après pendant la course. Donc là tu commences à avoir plein de choses qui se mettent en place. Le fait de est-ce que t'es bien habillé, enfin c'est plein de choses à ce moment-là qui sont dans la tête. Arrivé dans le sas, là les dés étaient jetés, il fallait y aller. À quelle heure tu es parti et dans quel état d'esprit finalement après ce stress de la compétition, ce passage aux toilettes pour un besoin impérieux? Comment tu as ensuite traversé les rues parisiennes pour rejoindre le sas et te rendre jusqu'à la ligne de départ?
Alors, j'avais voulu anticiper le lieu du départ, ce qui fait que j'y suis allé la veille. J'avais traversé Paris pour aller sur les Champs-Élysées, justement pour voir la sortie de bouche de métro, voir les champs à peu près où c'est que j'allais partir, etc. J'ai bien fait parce que du coup le matin, par contre, j'avais pas de stress par rapport à ça. Je savais le métro qu'il fallait prendre, etc. Donc par rapport à ça, j'étais au top. Je suis parti assez tôt parce que mon marathon était à 9h30. J'avais pris le SAS 3h45, un peu ambitieux, mais je voulais pas partir en 4 heures. Je m'étais dit, on m'avait conseillé de partir un petit peu plus avec des gens un peu plus vite pour éviter les bouchons au départ du marathon. Donc voilà, le départ était à 9h30, je suis arrivé peut-être à 8h30 sur les lieux, 1 heure avant. Le temps de m'imprégner de l'ambiance, je voulais pas être stressé, donc j'avais préféré arriver en avance. Et ces premiers kilomètres, alors sur les bases de 3h45 ou frein à main et on reste sur l'allure 4 heures, ce que tu avais travaillé pendant les 6 derniers mois? Alors, comme j'avais quand même bien préparé le marathon, on m'avait dit te fais pas aspirer parce qu'au début c'est facile de partir plus vite que prévu. Donc j'ai vraiment essayé de respecter l'allure. Voilà, je devais partir à peu près en 5:40, 5:45, quelque chose comme ça. J'ai essayé de respecter le plus possible. Mais c'est pas évident parce que t'as l'ambiance générale, les gens qui crient, les gens derrière forcément qui vont plus vite que toi, donc ça te pousse, t'es un peu aspiré, puis tu te sens bien au début. Tu te dis bah ça fait 6 mois que je fais une vraie prépa, ça fait 1 an que j'ai commencé à courir. Forcément sur les premiers kilomètres ça te paraît simple. Tu te sens en forme, t'as envie d'y aller quoi. Et heureusement j'ai essayé de respecter le plus possible mon allure. Comment tu as vécu ta course si on la découpe en différentes étapes? L'euphorie du départ, la souffrance sans doute à la fin. Entre les deux, il s'est passé quoi? Alors, ma première partie de course, elle a plutôt été bonne puisque jusqu'au premier semi, donc arrivé au 21e kilomètre, j'avais à peu près 1 minute de retard sur le temps que je voulais faire. Donc, on va dire que ça s'est très bien déroulé. Je commençais un petit peu à fatiguer, mais pas non plus tant que ça. J'avais fait des bons ravitaillements, j'avais mes gels sur moi, j'étais boosté par l'ambiance, donc ça allait. À ce moment-là, j'étais plutôt confiant. Peut-être trop. Ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé vers le 25e, j'ai commencé à avoir une pointe de côté, sur le côté droit. Donc, j'ai dû ralentir le rythme, puisque ça m'empêchait un peu de respirer. Je me suis dit bon, peut-être en ralentissant un petit peu, elle allait passer, et en fait pas du tout. Donc je l'ai eu jusqu'à la fin, ça c'était embêtant. Arrivé au 30e, en plus de la pointe de côté, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Je pense avec le recul que c'est une mauvaise gestion des gels. J'ai dû prendre sur ce coup-là, c'est peut-être une des choses que j'ai mal fait, c'est que j'ai pas essayé tant que ça mes ravitaillements avant. J'avais essayé sur 10-15 km voir si ça allait, mais entre 10 et 15 km et 42, voilà, c'est pas la même chose. Peut-être j'en ai pris trop aussi, je sais pas. En tout cas, j'ai eu mal au ventre. Donc pareil, obligé de ralentir parce qu'entre le mal de ventre et la pointe de côté, ça me bloquait la respiration. Donc là, ça commençait à être difficile et je me suis fatigué en fait à ce moment-là puisque je respirais mal. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à ralentir et en ralentissant, les genoux et les articulations ont commencé à se refroidir du coup parce qu'elles étaient plus sur le rythme et ça a commencé à me faire de plus en plus mal quoi. C'est-à-dire qu'en fait du coup je me suis un peu pris le mur. Moi je pense que c'est une sorte de mur, mais on va dire qu'à partir du 30e j'ai pris le mur quoi. C'est leur pointe de côté, mal de ventre, les genoux et les articulations douloureuses et j'ai terminé les 12 derniers vraiment difficilement. Je me suis accroché mais j'ai explosé quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire en 4 heures, aux alentours des 4 heures, je l'ai fait en 4h30 et ça a été vraiment un supplice. C'est-à-dire que j'étais à l'arrêt, et quasiment des fois j'étais à l'arrêt. Je crois que sur les derniers kilomètres, je dois être aux alentours d'une allure à 8:30. Donc c'est quasiment de la marche. C'était très très compliqué. À quoi tu t'es accroché justement pour tenir sur ces 12 derniers kilomètres? Je me suis accroché, franchement, j'ai pensé à moi petit, j'ai pensé à
à mon parcours. J'ai pensé aussi à tous les gens qui m'ont envoyé des messages de soutien, ma famille, mes amis, des gens que je connais même pas sur les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup d'amour et de messages bienveillants, et j'ai repensé à tout ça. Ça m'a énormément boosté. Et puis il y a aussi le fait de voir les gens à côté de toi qui, en fait, on arrive dans un moment où tout le monde souffre. Il y a pas que toi qui a mal à ce moment-là. Et c'est vrai que de voir des gens marcher, des gens pleurer, des gens sur le côté qui sont pris en charge par les secours, tu te dis mais en fait on est tous dans la même galère, et accroche-toi quoi. Je pense qu'à ce moment-là, chacun a son histoire personnelle ou a quelque chose à quoi se raccrocher, et en tout cas moi c'était mon parcours de vie. Et je voulais vraiment aller au bout. Je me suis dit, t'as pas le droit d'abandonner. Ce marathon, évidemment, je le faisais pour moi, mais je le faisais aussi pour tous les jeunes et tous les malades qui n'ont pas la chance, comme moi, d'avoir eu un traitement qui leur a changé la vie. Et donc, c'était, voilà. J'ai été un peu boosté par tout ça en me disant, il faut que tu le termines aussi pour eux. Et une fois que la ligne d'arrivée se profile, à quoi tu penses sur ces derniers mètres, là, au début de l'avenue Foch? Alors, ça a été une libération et ça a été un moment de fou, parce qu'en fait je pense que à partir du 30e kilomètre jusqu'au 42, j'ai accumulé tellement d'émotions. En fait, avant je faisais ma course, je me posais pas trop de questions, et puis quand j'ai commencé à voir avec les pépins physiques qui arrivaient que déjà j'allais pas réussir à faire mon objectif des 4 heures, j'étais pas bien mentalement, tu vois. T'es déçu parce que tu mets tout à l'entraînement, pendant 6 mois t'es à fond, tu t'entraînes, t'as envie de réussir ton objectif de temps. Je voyais tout de suite que j'allais pas réussir à le faire, donc mentalement c'était difficile. Et puis tu te mets à souffrir. Donc à ce moment-là, je cache pas, j'avais les larmes qui montaient aux yeux parce que je me disais mais je suis dans une galère, je sais même pas si je vais réussir à le terminer. Donc là émotionnellement c'est très difficile. Et en même temps t'as tellement de gens qui te portent même autour de toi, tu vois, les gens ils t'encouragent par ton prénom, t'as d'autres coureurs qui passent, qui te mettent une tape dans le dos, allez, donc t'as pas le droit en vrai je me suis dit t'as pas le droit d'arrêter. Et quand j'ai vu la ligne d'arrivée, bah tu vois, machinalement j'ai accéléré en fait. Déjà ton cerveau à ce moment-là et ton corps doit se dire c'est terminé, on y est, et je me suis mis à accélérer. Et je crois même que j'ai commencé à à moitié à pleurer avant la ligne d'arrivée. Et quand t'arrives, t'as tout qui lâche, c'est incroyable. T'as toutes tes émotions qui, entre la douleur, t'as la douleur, la joie, il y a tout à ce moment-là. En vrai, je pourrais même pas le décrire. Je pense qu'il faut l'avoir vécu pour les gens qui ont franchi la ligne d'arrivée, mais même sur d'autres courses, hein. Je pense que quand t'es sur 10 km ou même 21 km, quand tu finis vraiment, ou un trail, quand tu finis vraiment au bout de toi-même, c'est une émotion vraiment particulière. Et cette médaille de finisher, ouais, qu'est-ce qu'elle représente pour toi aujourd'hui? Là, on est à froid. Tu as le temps de retomber un petit peu après, je pense, l'effervescence de l'arrivée, des messages qui ont pu être envoyés par les réseaux, par tes proches, par tes partenaires d'entraînement. Aujourd'hui, quand tu la regardes, elle représente quoi, cette médaille? Bon, déjà, je l'ai accrochée dans ma chambre parce que c'est la première, donc elle est quand même, elle est symbolique. Et en vrai, j'y fais déjà plus très attention. Je l'ai tellement regardé que j'y fais plus trop attention. Mais oui, à chaque fois que je la regarde, forcément, ça me rappelle, ça me téléporte au marathon. Et mais en fait, c'est même pas tant que le marathon. J'ai l'impression que ça m'évoque plus toute la préparation et tout le parcours. En fait, on va dire que le marathon, c'est la finalité. Voilà. C'est la dernière étape, mais avant il y a toutes les autres étapes. Et pour moi, cette médaille, je me revois petit et je me revois, toute ma vie jusqu'à présent, toute ma préparation, et voilà. Et j'en suis très content. Et ça me donne envie d'en avoir une deuxième maintenant. Donc tu ne comptes pas t'arrêter là, mais comme tu le dis, cette médaille, elle dépasse la simple préparation et le cheminement sportif. C'est tout ce que tu as pu traverser, ces moments de haut, ces moments de bas. Je dirais que le marathon, c'est un peu ça, hein. Comme certaines personnes vont nous dire, on fait du trail, il y a des montées, il y a des descentes. Il y a des moments d'euphorie sur marathon, des moments de moins bien, mais on avance et avec fierté, tu as été jusqu'au bout de ce marathon qui en appelle d'autres. Donc, si tu as envie d'une deuxième médaille,
c'est qu'il y a dans ton esprit, dans le coin de ta tête, l'envie d'y retourner, alors à Paris ou ailleurs. Oui, bah en fait, quand t'es en difficulté pendant le marathon, c'est vrai qu'à un moment je me suis dit mais plus jamais. Enfin, je veux dire, de base, l'objectif c'était de l'en faire un, c'était de le finir, et je me suis dit mais plus jamais je fais ça. En fait, c'est trop difficile quoi. La préparation, la course, voilà, je veux plus jamais. Et puis 3 jours après, je suis dans mon lit, je regarde le plafond, je suis courbaturé de la tête aux pieds, et je me dis mais en fait, c'est pas si mal quoi. Et piqué, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a donné envie de recommencer, parce que tu te dis mais voilà, il y a telle chose que je peux améliorer. En fait, tu te refais ta course et tu te dis bah voilà, ça je peux améliorer, ça je peux faire autrement. Si je continue de m'entraîner, jusqu'à où je peux me pousser. Donc c'est pas prévu pour tout de suite, mais oui, j'envisage d'en faire un autre, et puis aussi de découvrir d'autres horizons, le trail par exemple. Ça m'intéresse, et voilà, tout ce qui est sensations fortes et dépassement, j'aimerais continuer là-dedans quoi. Et sur un plan physique, aujourd'hui, en cette fin du mois d'avril, comment te sens-tu? Est-ce que tu as totalement récupéré? Est-ce que tu as repris un petit rythme d'entraînement? Quelles sont les sensations? Alors pendant peut-être 1 semaine à 10 jours, j'étais pas très bien, j'étais courbaturé, fatigué, j'avais même l'impression d'être malade. Je pense que le corps a tellement tapé dans les réserves physiques et mentales que voilà, j'étais lessivé quoi. Donc il m'a fallu un temps de récupération de 1 semaine 10 jours où j'ai pas couru, j'ai pas fait de sport, rien du tout. J'ai bien dormi, je me suis bien alimenté, je me suis reposé. Et puis j'ai commencé à recourir progressivement 1 à 2 fois par semaine. Mais pour le moment, je me prends pas la tête. Tu vois, je me dis bon, quand tu sors d'une longue préparation comme ça, je me suis dit, je me voyais pas repartir directement à fond dans un truc. Donc, mais par contre, j'ai envie de continuer la course, donc je maintiens, allez, on va dire 2 fois par semaine, 1 fois le mercredi soir avec l'équipe avec laquelle je cours, et 1 fois le week-end, pour maintenir le niveau, parce que après tout, je me suis dit, c'est quand même bête d'être arrivé jusque-là pour tout reperdre et puis du tout courir. Donc voilà, j'ai envie de maintenir la course, et pour le moment, je cours sans prise de tête. Quel serait le message que tu souhaites porter à travers ce podcast aux personnes qui sont, comme toi, atteintes de la mucoviscidose, ou plus généralement des personnes en situation de maladie? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Bah, ce que j'aimerais leur dire, c'est de rien lâcher, parce que tu sais pas de quoi demain est fait. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'il y avait pas de porte de sortie. J'aurais jamais pensé en arriver là. Et j'ai envie de leur dire en fait que tout est possible quoi. Et donc il faut croire en ses rêves, il faut pas se mettre de barrières. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre quoi. Prenez soin de vous, parce que voilà, la médecine évolue, et je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui iront mieux grâce aux nouveaux traitements. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, mon traitement, par exemple, que moi j'ai été un des premiers à avoir, bah aujourd'hui en France, beaucoup de patients l'ont. On peut même l'avoir en pharmacie. Donc voilà, j'ai envie de dire que dans toutes les maladies, et notamment dans la mucoviscidose, il faut rien lâcher. Et moi, franchement, c'est ça qui m'a fait énormément de bien. C'est après le marathon, j'ai reçu des messages de jeunes mamans qui avaient des enfants en bas âge, peut-être 2 ans, 3 ans, et qui me disaient mais vous m'avez donné de l'espoir. C'est-à-dire que voilà, on sait que c'est une maladie compliquée, et de vous voir vous à 30 ans en forme comme ça avec le parcours que vous avez, eh bien ça me donne de l'espoir pour mon enfant pour la suite. Et quand tu reçois des messages comme ça, mais en fait c'est ce que je voulais, tu vois. C'était courir pour moi, mais aussi montrer que bah rien n'est impossible, et il faut croire en la vie, et voilà. Alors je sais que c'est facile à dire comme ça, parce que quand on est dans la souffrance, voilà, c'est compliqué, mais faut rien lâcher, faut continuer de se battre. Est-ce que tu as envie, à travers ces réseaux sociaux, de documenter un petit peu ton quotidien, ce que tu vis avec la maladie, mais le sport, qui est un allié assez important pour toi aujourd'hui?
Est-ce que c'est de là qu'est née cette page Instagram sur laquelle tu vas présenter un petit peu ton parcours? Oui, tout à fait. En fait, c'était pas du tout prévu de faire un compte Instagram, puisque de base, je suis quelqu'un d'assez timide. J'aime pas forcément trop me montrer sur les réseaux. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en discutant avec le corps médical, ma famille et tout, on s'est dit que c'était quand même pas courant que quelqu'un avec de la mucoviscidose fasse un marathon, et il fallait pas que ça reste. Ce serait dommage de le garder pour soi. Et justement, le but, c'était de faire un compte Instagram, d'essayer de documenter et de montrer une préparation de quelqu'un qui partait de rien, pour justement inciter les jeunes et les gens en difficulté, voilà, à leur donner comment dire, du courage, quoi, et de voilà, c'est surtout ça que j'avais envie de faire avec ce compte Instagram. Moi, le nombre d'abonnés que j'ai, si tu veux, pour moi, c'est pas, je fais pas ça pour les abonnés, quoi. Je faisais vraiment ça pour d'ailleurs, la plupart des gens qui me suivent, beaucoup ont la muco, c'est des familles de jeunes, et c'était surtout ça que je voulais transmettre et montrer. Est-ce que tu as envie, sur de prochaines courses, peut-être de porter un dossard ou un maillot propre à une association qui lutte contre la mucoviscidose, ou tu restes quand même un petit peu indépendant et solo dans ta pratique? Alors jusque-là, c'est vrai que j'ai couru sans bannière, enfin j'avais pas de t-shirt en particulier, mais que ce soit la muco ou même une autre maladie, ça peut être intéressant effectivement de certaines courses de courir pour une cause. Ouais, moi je suis totalement ouvert à ça. Donc Elliot, je remettrai les liens dans les notes de l'épisode. Si tu peux toi-même rappeler le compte Instagram sur lequel les auditeurs vont pouvoir te suivre. Oui, alors mon compte Instagram c'est Elliot, donc E2LIOT plus loin Dares, DARES. Voilà, donc c'est un compte Instagram où je mets un peu mon quotidien de course, les différents courses que je vais faire, des photos de temps en temps, voilà. Donc ça c'est principalement mon contenu, et puis je parle pas tant que ça de la maladie parce que voilà, j'ai envie de montrer plutôt mon quotidien de coureur, et je trouvais que c'était mieux de mettre l'accent là-dessus que j'avais pas envie de faire le bureau des plaintes sur mon Instagram, donc je trouvais que de montrer justement d'aller de l'avant, et que c'était peut-être plus intéressant que le reste. Quelles seront tes prochaines échéances pour l'année 2024, même si aujourd'hui tu es en phase de régénération, récupération avec pas de course au programme, mais qu'est-ce que tu vises là sur cette année 2024? Alors ce que je vise, c'est continuer à m'entraîner, continuer à progresser pour le moment, comme je te disais, sans prise de tête, de découvrir le trail. Là, j'ai eu l'occasion d'en faire un de 13 km l'autre jour, et j'ai beaucoup aimé l'expérience. Donc là, je suis allé m'acheter ce matin des chaussures de trail. Et là, je compte en refaire d'autres, peut-être de 15-20 km, voilà, avec les beaux temps et l'été qui arrive. Et puis réfléchir peut-être à un futur marathon, je sais pas, peut-être fin d'année, début d'année prochaine, je sais pas encore. J'ai pas d'idée précise, mais je pense que d'ici quelques mois, j'aurai envie de me rechallenger. Alors avant de conclure notre échange aujourd'hui, j'ai une dernière question, la traditionnelle du podcast. Elliot, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas en train de courir ou en train de penser à quelconque course? C'est l'instant à côté de tes pompes. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es en dehors de toute pratique sportive? Alors, je suis un gros passionné de jeux vidéo, donc c'est vrai que je joue beaucoup, peut-être trop. C'est quelque chose que depuis petit, mais je pense que ça vient aussi du fait de, comme j'avais pas la capacité voilà, pour faire du sport petit, je me suis un peu enfermé dans les jeux vidéo, donc voilà, j'en fais moins qu'avant, mais c'est vrai que c'est toujours une passion. Et puis voilà, j'aime d'autres sports aussi, hein. J'aime la pétanque, j'aime aller nager, j'aime beaucoup les balades en forêt avec ma copine. Ça, c'est des choses que je fais régulièrement. J'adore regarder le sport aussi. Je regarde énormément de sport, foot, tennis. Enfin voilà, sortir avec les copains, voilà, sans excès. Quelques fois dans l'année, mais bon.
globalement sans excès. Et voilà, quoi, j'ai une vie tout à fait classique et voilà, rien de particulier. Eh bien, merci Elliot d'avoir transmis ce message d'espoir pour les personnes atteintes de la mucoviscidose. Par ton parcours, tu l'as dit, il y a des choses qui sont possibles et tu en es la preuve avec ce beau marathon pour lequel je te félicite. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté l'invitation du podcast. Merci de m'avoir invité, Seb, et avec plaisir. Et pour les auditeurs, eh bien, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.